Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, puis comme j'avais déjà commencé à dire, je donne une présentation de 3 rencontres sur l'alimentation depuis des années. Puis, j'ai vraiment retravaillé le contenu. Reste qu'aujourd'hui, pour nos 2 rencontres sur l'alimentation, c'est plus des informations générales. Ça va être plus dans les rencontres plus spécifiques à la santé hormonale, genre celle-là sur la détox, celle-là sur l'intestin, euh, celle-là sur la glycémie, qu'on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Fait que, mais pour moi, c'est le plus important, c'est ici aujourd'hui sur l'alimentation. Aujourd'hui, la semaine prochaine, je vous ai fait une présentation qui suit. Fait que là, on va comme la couper en deux, puis je vais vous déposer le PDF aujourd'hui, cet après-midi, mais ça se pourrait que je le modifie pour la semaine prochaine, puis que je le modifie légèrement, là, parce que c'est quand même pas mal fait, là. Fait que la semaine prochaine, si vous voudriez prendre des notes directement dessus, il serait là, mais ça se peut aussi que je le rechange un petit peu en cours de route. Euh, puis oui, c'est ça, sur les aliments, les propriétés de chaque aliment, ça, je le fais généralement dans les capsules au niveau des recettes. Fait que les capsules recettes vous donnent des informations comme plus concrètes sur chacun des aliments. Fait que ça, je ne vais pas nécessairement m'attarder à chaque aliment. Je trouve que c'est très peu concret quand on les passe en liste, tandis que quand on est en train de faire une recette avec, c'est beaucoup plus concret. Sans plus tarder, on commence ça. Petite présentation d'aujourd'hui. Vous voyez bien, vous m'entendez bien? Oui, Good, merci. Oups, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, on dirait. C'est bon? OK. Good. Fait que, on est semaine 4 et 5, comme je disais, sont ensemble. On va parler de les bases sur les aliments concrets. Fait qu'on va les séparer en 4 catégories. Ben, c'est pas moi qui l'ai fait, là, c'est quelqu'un de plus intelligent que moi, mais on va reprendre ces données à lui. On va parler des macronutriments, des micronutriments, de l'équilibre de l'assiette qui va comme venir mettre un peu de concret dans les macronutriments puis les micronutriments, comment on fait pour les équilibrer dans notre quotidien. On va voir certains types d'alimentation. Je vais essayer d'en passer plusieurs si vous avez des questions aussi. Ça pourrait être intéressant d'être là pour poser vos questions là-dessus. On va aborder la relation à l'alimentation qui peut être un facteur hyper important pour qu'est-ce qui va se ramasser dans notre assiette. On va passer un mot sur l'organisation aussi pour essayer d'optimiser votre organisation et rendre ça accessible, les changements alimentaires. La qualité des aliments. Fait que la qualité des aliments, ça a été élaboré par les types, les catégories NOVA. Ça a été élaboré ça au Brésil. Puis c'est une classification internationale par rapport à la transformation des aliments. Il y a 100 ans, on n'aurait pas eu besoin de ça parce que l'alimentation était très peu transformée. Mais aujourd'hui, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on mange des fois. C'est beaucoup de l'industrie agroalimentaire qui a mis ses tentacules un peu partout. Puis ça, c'est une façon de les classifier pour les différencier. Est-ce que c'est un aliment transformé, ultra transformé? Fait qu'il y a 4 catégories. Les aliments non transformés, les ingrédients culinaires transformés qui sont très bruts, on va le voir. Les aliments qui commencent à avoir une certaine transformation, généralement parce qu'ils sont mélangés entre eux. Puis les aliments ultra transformés. Les aliments non transformés, ça c'est assez simple. C'est un ingrédient, c'est parfaitement reconnaissable, c'est dans sa forme naturelle. Fait que dans les exemples, on a des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, noix, graines, du riz, du quinoa. Très, très basique. Fait que ça devrait pas mal être la base de notre alimentation. Les ingrédients culinaires transformés, ben, dans les critères, ça va être une transformation qui est simple. Ça va être généralement utilisé en cuisine, puis c'est rare que c'est consommé seul. Fait que l'huile d'olive, la farine, le beurre, le sucre il en fait partie. Fait que c'est à inclure dans son alimentation. C'est sûr que selon les types, on pourrait avoir certaines proportions, mais la même chose pour les aliments non transformés. Et puis, il faut faire attention aussi à la qualité de qu'est-ce qu'on prend, parce que des fois, on va penser que c'est, par exemple, une huile d'olive.
qui est un aliment culinaire transformé, et qui est quand même assez brut, mais si on pousse un petit peu plus loin, on se rend compte que finalement, ça l'est pas pantoute, puis c'est un aliment ultra transformé finalement. Les aliments transformés, fait que ça serait de 2 à 5 ingrédients. Il peut avoir des ajouts de sel, de sucre, de gras. Si c'est un ajout de gras, par exemple, une huile végétale de qualité qui est ajoutée, ça va quand même être très acceptable. Les ingrédients sont reconnaissables. Donc, dans la liste d'ingrédients, quand je les lis, je suis pas en train de me demander à 4 ingrédients, c'est quoi cet aliment-là. Attends, c'est ça ici de mieux voir, qui est parfait. Fait que dans les exemples, on peut avoir le pain, le fromage, le yogourt, les légumes en conserve. On peut avoir des recettes aussi faites maison, c'est-à-dire que je vais mélanger différents ingrédients. Si je fais des muffins chez nous, ça va. Moi, je le rentre plus dans cette catégorie-là d'aliments transformés. Oui, il va y avoir plus que 5 ingrédients, mais c'est tout reconnaissable. Je l'ai fait chez moi. Ça va être à inclure dans notre alimentation, clairement, mais il faut vraiment faire attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aliments qu'on pense qu'ils sont dans cette catégorie-là, mais qu'en fait, c'est des aliments ultra transformés. Puis on va voir la définition des aliments ultra transformés. Les critères, c'est que la liste d'ingrédients est plus longue, plus que 5 ingrédients, et où il y a des ingrédients inconnus ou chimiques, des noms qu'on ne sait pas trop c'est quoi, ou tu sais, on aurait besoin de se faire expliquer. Clairement, ça a été fait par l'industrie agroalimentaire. Il y a des additifs, des émulsifiants, des colorants, des arômes artificiels. Puis, il y a aussi des étiquettes marketing qui peuvent amener à confusion. C'est-à-dire, ça va être marqué 6 grammes de fibres par portion, 8 grammes de protéines par 2 tranches. Ce genre de label marketing-là est un signe que on a affaire à un aliment transformé. Puis, ce marketing-là, des fois, va nous induire en erreur. Fait que des exemples concret, là, facile, des chips, des boissons gazeuses, certains mets préparés, si on regarde les ingrédients, ça peut être ultra transformé. Des barres commerciales, des céréales déjeuner, la plupart le sont. En général, c'est à limiter le plus possible. Puis là, on va faire un petit peu d'exercice. Les alimentations ultra transformées peuvent aussi s'appeler les produits industriels formulés. En anglais, c'est un petit peu plus punché, mais produits industriels formulés, c'est comme plus vraiment des aliments, ça a été dénaturé, puis c'est l'industrie qui nous fait euh, manger des aliments qui vont pas nous rendre malades maintenant, puis ils vont nous rendre malades plus tard. Fait que l'impact de ces aliments-là, ça va être beaucoup sur la glycémie. Il va avoir un impact important sur l'insuline généralement, surtout selon les types. S'il y a du glucose, fructose, du sirop de maïs riche en fructose, qui est comme un peu la même affaire, ça va donner des kicks d'insuline plus importants. Ça va donner un dérèglement au niveau de la satiété, donc une résistance à la leptine, puis faire que on va être capable en fait, on va avoir tendance à ingérer plus de calories, plus qu'on notre alimentation est transformée, plus qu'on va ingérer de calories parce que la leptine ne va pas nous donner ce sentiment de satiété-là qu'on a dans une alimentation qui est entière. C'est généralement là, pour des gens qui mangent à peu près 50% de produits ultra transformés, qui est à peu près la moyenne au Canada. 50% de qu'est-ce que les Canadiens consomment, c'est des aliments ultra transformés. Ben, eux autres, ils vont avoir jusqu'à 500 calories de plus qui vont rentrer dans leur corps en ayant les mêmes signes de satiété que quelqu'un qui a une alimentation plus basique là, d'aliments non transformés. Bien sûr, ça va avoir un impact sur l'inflammation via différents processus, autant sur la glycémie, la santé intestinale, la toxicité. Il va avoir un impact sur l'intestin, ça va surcharger le foie, ça peut venir impacter à différents niveaux quand il y a une surcharge au niveau hépatique. La densité nutritionnelle des aliments ultra transformés est généralement beaucoup plus faible. La densité nutritionnelle, on va le revoir un peu plus tard, c'est la quantité de micronutriments qu'on retrouve dans les aliments qui fait que, en fait, la machine va marcher. C'est beaucoup plus bas en termes de vitamines minéraux, disons. C'est hautement addictif via le circuit de la récompense. On a parlé de la sérotonine un peu la semaine passée avec le sommeil. La sérotonine, elle fait partie du circuit de la récompense. C'est un neurotransmetteur qui va nous amener du bonheur, la plénitude, la satisfaction. Et puis, les aliments ultra transformés, eux autres, sont étudiés pour
activer le plus possible ce circuit de la récompense-là. Même là que l'industrie agroalimentaire va faire des tests, va mettre des gens dans des machines, puis va analyser leur cerveau pendant qu'ils leur donnent certains types d'aliments pour voir à quel point ça va stimuler le circuit de la récompense au cerveau. Fait que c'est sûr que ça va devenir hautement addictif, surtout si on est une personne qui a déjà tendance à avoir les addictions plus faciles. Il y a des gens, pour différentes raisons génétiques ou autres, qui vont avoir plus tendance à devenir addicts à un paquet d'affaires, ben plus tendance à devenir addict aux produits ultra transformés. Fait que j'ai les aliments ultra transformés, les reconnaître. Là, je vous ai mis quelque chose de super clair parce que je suis sûre que dans votre tête, vous dites, ah, moi, je sais c'est quoi des aliments ultra transformés, c'est exactement ça, genre des hot dogs, de la crème glacée, des Froot Loops, puis du Pepsi, genre. Mais c'est pas toujours aussi facile. J'ai failli vous mettre une diapo aussi très claire d'aliments non transformés, là, genre une pomme, un poulet, des affaires très simples. C'est très simple quand c'est blanc ou noir, mais la zone grise est vraiment large. Il y a des aliments que on pense qu'ils sont non transformés, puis en fait, ils le sont. Ils sont des aliments ultra transformés. Je pense au pain. Quand, si un pain, on veut que ce soit une légère transformation, donc à la catégorie 3, là, simplement transformé, il faudrait que ce soit un pain artisanal au levain. Fait que les ingrédients, ça va être farine, eau, sel, levain pour faire lever le pain. Mais la plupart de qu'est-ce qu'on a à la maison comme pain, c'est des pains plus commerciaux, puis qui répondent à tous les critères d'aliments ultra transformés, comme ce pain-là, que la plupart de mes clients disent, ah oui, je mange bien, je mange du pain de grains entiers, blablabla. Ben, on a une liste d'aliments qui est longue, on a certains additifs, on va avoir, oups, aussi, on va avoir des labels dessus, hein. On a ici 5 grammes de fibres, 12 de je sais pas quoi, puis 40 de je sais pas quoi, 100 je sais pas quoi. Ça, c'est clairement un aliment transformé. Qu'est-ce qui arrive aussi avec le pain, en fait, c'est que généralement, c'est qu'ils vont retirer la plupart des fibres, des vitamines, des minéraux. Puis après ça, ils vont prendre une farine qui est blanchie, puis ils vont réajouter dans ce cas-ci, là, ça va être différents types de grains. Fait qu'on n'est pas dans un aliment entier, on est dans un aliment ultra transformé. Puis si on en mange pour notre déjeuner, puis régulièrement pour notre dîner, ça va faire une grosse partie de notre alimentation qui va en fait venir dérégler au niveau de tout ce qu'il y a à réguler. Un autre exemple que on peut avoir les deux pour le même aliment. On peut avoir un mozzarella frais qui va faire partie d'une alimentation peu transformée dans la catégorie 3. Mais la plupart des fromages qu'on achète en épicerie, ça va être des fromages plutôt industriels ou même des imitations de fromage. Dès qu'on voit substance laitière modifiée, ben, on va avoir tendance à le classifier dans les produits ultra transformés. Il peut avoir différents ajouts pour la texture, la conservation aussi, hein. Les ajouts, des fois, ça va être pour la conservation. Ça me fait penser que euh, moi aussi, j'en ai des produits ultra transformés chez nous, là, je suis loin d'être parfaite. Puis même des fois, des choses que je soupçonne pas. Les filles, ils voulaient des cornichons l'autre jour. On est allé acheter des cornichons, un ben normal chez Maxi. Check la liste d'ingrédients. Ça correspondait à tous les critères d'aliments ultra transformés, alors que des cornichons, ça devrait être genre concombre, vinaigre puis sel, là, tu sais. Mais non, il y avait comme 7 ingrédients, plein d'affaires que c'était bizarre comme ingrédients. Fait que, tu sais, c'est vraiment partout. Je vous ai mis ici un petit Québec avec les ingrédients. On aurait pu faire l'exercice plusieurs fois, là, mais je voulais pas trop alourdir. Fait qu'on a comme premier ingrédient lait, qui est un aliment entier, substance laitière modifiée comme deuxième ingrédient. Après ça, bon, culture bactérienne, j'ai dit ça chez nous, je peux trouver ça dans mon garde-manger, est-ce que j'en achète des fois? Je pourrais. Sel, oui. Après ça, chlorure de calcium, pas sûr. Enzyme microbienne, tu sais, on est vraiment sur la limite. On est à 6 ingrédients, c'est ça? Ouais, 6 ingrédients. Puis,
il y a quand même quelques aliments, quelques ingrédients qui sont un peu louches. Fait que oui, malheureusement, même si on est sur une limite puis que c'est pas nécessairement 12 000 ingrédients qu'il y a là-dedans, on est quand même dans un aliment ultra transformé. Puis c'est pas facile avec le fromage, puis souvent ça coûte cher. Moi, j'achète souvent les fromages Lancette biologiques qui sont d'une bonne qualité, mais une famille de quatre, ça passe quand même vite, là. Fait que ça m'arrive quand même aussi d'acheter ce type de fromage-là. Question de commodité et de prix, mais quand on le regarde, oui, c'est un aliment ultra transformé. Les aliments ultra transformés, si on va avec le yogourt, je vous ai donné des exemples très concrets qu'on retrouve en épicerie. Ici, on le trouve à la boîte à grains, ce yogourt-là. Il est super bon, hein. C'est celui que je prends quand je veux manger du yogourt. Les seuls ingrédients, c'est du lait, puis en plus, on a une belle qualité, on a du lait biologique de vache nourrie à l'herbe, puis une culture bactérienne. Dans la culture bactérienne, on a différents types de probiotiques, il y en a comme cinq qui sont étudiés. La texture est intéressante, tout est vraiment bien. On est dans un pot en verre, on va vraiment chercher beaucoup de critères de qualité, puis on est dans un aliment clairement entier. Activia, qui, pour bien des gens, c'est leur dessert santé, d'avoir un yogourt comme ça aux fruits. Si on regarde la liste d'ingrédients, puis j'ai failli vous la mettre là, mais encore là, je ne vais pas trop alourdir, mais faites juste taper ingrédients Activia dans Google, là, vous allez avoir la liste d'ingrédients, ça correspond aux critères de produits ultra transformés. Puis encore là, on va avoir un petit peu de label marketing dessus, là, je sais pas, il y a trois quoi, là, mais on le voit assez rapidement sur l'emballage. Il y a aussi la loupe, la petite loupe qui n'est pas nécessairement juste étiquetée pour les produits transformés. Ça, c'est quand même nouveau, là. La petite loupe, je vous dirais que c'est pas nécessairement parce qu'il y a une loupe qu'on ne devrait pas l'acheter, puis c'est pas nécessairement parce qu'il n'y a pas de loupe qu'on ne devrait pas l'acheter. Mais la loupe, c'est clairement un appel à regarder les ingrédients puis à savoir ben, pourquoi il y a une loupe là-dessus, hein. Au niveau céréales. Dans la diète méditerranéenne, qui est une diète quand même très connue et reconnue pour être santé, il y a beaucoup de céréales entières qui sont inclus là-dedans. Donc, un aliment non transformé, un aliment complètement brune. Par exemple, si l'avoine entière, qui n'a pas été transformée, simplement accueillie comme ça, puis, la plupart du Québécois ou Américain moyen va prendre la diète méditerranéenne et ajouter des céréales ultra transformées dedans sans même le savoir. Fait que si on va sur quelque chose d'un petit peu plus transformé, on peut avoir des granolas maison, on pourrait avoir peut-être plus que 5 ingrédients, mais ça resterait un aliment transformé, santé, qu'on peut consommer, bien sûr. On pourrait avoir même des granolas ou certaines céréales commerciales qui sont faites plus comme à la maison. Si on regarde les ingrédients puis qu'on reconnaît les ingrédients, mais ça pourrait être un aliment transformé qu'on va vouloir consommer. Puis la plupart des céréales commerciales sont ultra transformées. Puis ici, j'ai fait par exprès de vous mettre quelque chose de bio. On peut se laisser avoir par le ultra transformé bio. Il y en a vraiment beaucoup. C'est un gros marché. C'est pas nécessairement mieux parce que c'est bio. On va avoir peut-être des ingrédients un petit peu mieux, mais c'est vraiment à prendre en considération. Je voulais aussi, j'ai failli mettre une boîte de Vector, les céréales Vector qui sont comme, tu sais, ajout de protéines parce qu'il y a du soya dedans. On vient comme, mais reste, on vient comme faire accroire au consommateur qu'on est dans un aliment sain, même s'il a été ultra transformé, mais c'est complètement contraire. Bref, à reviser ça dans vos armoires. Au niveau des viandes, là, j'ai donné les deux extrêmes, puis je vous ai mis une petite zone tampon, genre des poitrines de poulet, là, juste comme brutes comme ça. Et puis à l'autre extrême, on va avoir le ultra transformé qui est comme la croquette de poulet. Mais on pourrait avoir aussi une croquette de poulet qui est quand même faite maison, là. Tu sais, si moi je panne direct mon poulet haché, je pourrais avoir quelque chose qui est quand même intéressant, puis manger des genres de croquettes aussi. Puis je pourrais aussi trouver des ingrédients commerciaux qui sont de meilleure qualité quand même. Puis entre les deux, là, j'ai mis comme catégorie 3 4. On va avoir tout ce qui est charcuterie, viande transformée. J'inclus là-dedans le jambon.
Fait que ça, il faut vraiment se pencher sur les ingrédients. Souvent, ces aliments-là vont avoir la petite loupe parce qu'ils sont riches en sel. Généralement, il y a des nitrites ajoutés dedans, qui est un ingrédient industriel qu'on pourrait qualifier comme un ingrédient inconnu ou non reconnaissable. J'achète pas des nitrites dans un petit pot que j'amène chez moi pour cuisiner. Fait que ça, tu sais, moi, j'en inclus quand même, là, tu sais, du jambon, du bacon, on en mange un petit peu à la maison. Fait que, tu sais, ça à prendre en considération. Question? Fait que c'est ça, on va y revenir régulièrement, ces quatre catégories d'aliments-là. Puis les plus touchés, c'est vraiment de faire la distinction entre l'aliment transformé puis l'aliment ultra transformé. Il n'y a pas vraiment de barème qui dit on devrait manger tant de pourcents ou à partir de tant de pourcents d'aliments transformés, ça devient problématique. Il y a la fameuse statistique que je vous ai déjà donnée que le Canadien moyen va manger la moitié de son alimentation va être dans ultra transformé. Les enfants, les ados, mais surtout les ados, c'est pire. Les hommes, c'est pire. Les femmes, c'est un petit peu moins pire. Souvent, on a tendance à plus s'intéresser puis à faire des choix un petit peu mieux. Mais reste que c'est partout, puis on a beau faire attention puis être vigilante, c'est vraiment des tentacules qui s'émissent partout. Fait qu'on devrait avoir, selon moi, tu sais, un 80% qui devrait se retrouver dans les trois catégories. Puis ici, c'est les vraies trois catégories. Puis on pourrait, tu sais, aller à un 20% de produits ultra transformés si c'est euh, puis, tu sais, comme je disais, là, tantôt, on avait le fromage du Québec qui est pas si pire que ça. On pourrait avoir un aliment ultra transformé qui est vraiment pire. Fait que, tu sais, on peut venir jongler un peu avec ça. Puis, la perfection n'existe pas. Fait que la règle du 80-20, elle s'applique quand même ici aussi, là. On est déjà rendu au macro. Fait qu'aujourd'hui, mais ça qu'il m'a manqué une diapositive. En tout cas. Au début dans mon introduction. En tout cas, bref, aujourd'hui, on va rentrer dans les macros. On va probablement faire juste les deux premiers qui sont protéines, lipides, puis on va garder les glucides puis les micronutriments pour la semaine prochaine. Fait que les protéines, j'en parle souvent, on en entend beaucoup, beaucoup parler, mais c'est quoi exactement? À quoi ça sert? Donc, les protéines, c'est un amalgame d'acides aminés. Il y a plusieurs acides aminés. C'est une grosse molécule qui va servir à la construction de tissus. Fait qu'autant notre tissu humain que le tissu des protéines qu'on mange. Puis moi, j'aime ça comparer ça aux lettres de l'alphabet. Les acides aminés, c'est comme si c'était les lettres de l'alphabet, mais plutôt d'en avoir 26, il y en a 20. Il y en a 9 sur ces 20-là qui sont essentiels. C'est-à-dire que si je ne les prends pas dans mon alimentation, je ne pourrais pas y avoir accès. Euh, il y en a 11 qui sont non essentiels que je vais être capable de produire. Mon corps, via des chemins métaboliques, va être capable de produire ces acides aminés-là, à partir de d'autres molécules qui, des fois, sont aussi des acides aminés essentiels. Fait que c'est assez important d'avoir un apport en protéines adéquat vraiment pour la construction de nos tissus. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous regardez, c'est des tissus. Mes cheveux, c'est des protéines. Euh, à l'intérieur de mon corps, mon système immunitaire, c'est des protéines. Mais je vais avoir des transporteurs qui vont être des protéines. Il y a vraiment, c'est vraiment la construction de tissu. C'est sûr que les protéines vont aider avec la satiété, mais ils n'ont pas un rôle énergétique. C'est-à-dire que je vais prendre mes protéines pour créer de l'énergie en dernier recours. Je peux le faire. Au niveau métabolique, mon corps est capable de prendre des protéines puis de les recycler pour venir produire de l'énergie. Mais si je suis assez bien nourrie, c'est pas ça que mon corps va privilégier. Il va vraiment privilégier la construction. Ça, pour les cheveux, c'est d'abord une trame protéique. La peau, c'est une trame protéique aussi de collagène. Euh, Ça, des fois, il y a beaucoup de femmes qui disent: Ah ouais, mais je perds mes cheveux poussent pas vite, ta. Puis là, ils veulent comme avoir la biotine ou tu sais, des affaires super fancy. Mais pour moi, là, la base, c'est est-ce que tu manges assez de protéines pour construire ton tissu? Si on veut avoir un maintien de la masse musculaire qui est hyper important, si on va avoir même une augmentation à un certain moment de la masse musculaire, les protéines, c'est très important. Fait que là, j'en viens aux besoins. Les besoins, on va être
à 1 gramme de protéines par kilo de poids. Ça, c'est pas mal le minimum, jusqu'à 2 grammes. Puis après ça, selon qui tu lis, puis quoi tu recherches, ça peut varier un peu, mais moi, j'aime bien le 1 à 2 grammes par kilo de poids par jour parce que c'est clair. Puis là, il faut démystifier ici, si j'ai 150 grammes de poulet, j'ai pas 150 grammes de protéines. Dans mon 150 grammes de poulet, j'ai tant de grammes de protéines. C'est à peu près 30 là, pour 150 grammes de poulet. Fait que c'est pas si facile que ça à atteindre, là, le 1 à 2 grammes de protéines par kilo de poids par jour. Puis ça va être vraiment en fonction de qu'est-ce qu'on fait comme activité physique. Moins je suis active, moins j'ai besoin de protéines pour mon maintien de mon tissu. Moins je suis active, plus je devrais être active. Selon le type d'activité aussi. Par exemple, si je fais beaucoup d'activités aérobiques, je vais avoir un plus grand besoin en glucides qu'en protéines. Si je fais de l'activité plutôt musculaire, mais là, c'est là que je vais me rapprocher pas mal du 2 grammes par protéine par kilo de poids. Plus je vieillis aussi, plus le maintien de la masse musculaire, de la trame osseuse, les os aussi, c'est des protéines, va être plus difficile. Par exemple, avec la baisse des estrogènes, je vais avoir un petit peu de misère à bien conserver mon tissu parce que l'estrogène est une hormone qui est proliférative, qui va faire que je vais maintenir ou je vais faire croître mon tissu. Fait que plus qu'on vieillit, plus qu'on veut se rapprocher du 2 grammes de protéines par kilo de poids selon son activité physique. Fait que la densité protéique, là, je vous ai donné l'exemple du poulet parce que des fois, il y a des gens qui me disent, ah oui, oui, mais moi, je mange vraiment beaucoup de protéines. Puis quand on creuse, c'est qu'ils pensent que la quantité qu'ils mangent de telle affaire qui est un aliment considéré dans la catégorie protéines contient comme 100% fait que 100% de protéines en termes de grammes, là. Ça, on n'a pas besoin nécessairement de le compter tout le temps, mais au moins pour vos classiques, les affaires que vous mangez le plus souvent, votre déjeuner, votre recette du lundi soir qui revient comme à tout bout de champ, pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça peut faire. Vous pouvez aller sur Internet, 100 grammes de protéines combien de grammes de protéines par 100 grammes de? Vous pouvez marquer n'importe quoi. Puis sur les emballages, même quand c'est des produits non transformés, par exemple, certaines viandes ou des légumineuses, des noix, on va l'avoir la quantité de protéines par la quantité, par quantité, là. Fait que ça va être, mettons, marqué un tiers de tasse, tant de grammes de protéines, ou ça va être marqué par 100 grammes, puis là, tu vois que ton emballage contient, par exemple, 400 grammes. Fait que c'est assez facile de faire le calcul. La semaine prochaine, je vous fais des boulettes d'agneau, puis j'ai tout décortiqué ça par rapport au paquet d'agneau que j'avais pour vous donner une idée de la quantité de protéines qu'il y avait dedans. La densité protéique va beaucoup varier quand on parle de protéines végétales ou de protéines animales. Fait que quand on parle de protéines animales, on parle issues du monde animal, fait que pas juste la viande rouge, là. On va avoir, tu sais, oui, le bœuf, le porc, le poulet, la dinde, le poisson, tous les produits de la mer, les fruits de mer, les crevettes, les pétoncles. Très, très riche en protéines, tous les fruits de mer aussi. Puis on va aller chercher aussi un apport en iode, en fer. On va aller chercher différents micronutriments aussi dans les produits de la mer. Puis les protéines animales, ça va être dérivé des animaux, donc tout ce qui est produits laitiers, œufs. Moi, je l'inclus dans les protéines animales. La densité protéique des protéines animales est plus importante. Donc, par 100 grammes de protéines d'origine animale, je vais avoir une plus grande quantité de protéines que si je suis dans les protéines végétales. Pas que les protéines végétales sont pas bonnes, ils ont plein d'autres qualités, mais ils sont pas aussi denses. Dans les protéines végétales, si on peut l'avoir, mettons, catégorisé, ah oui, les pois chiches, c'est une source de protéines. Oui, les pois chiches, c'est une source de protéines, mais il va falloir quand même manger beaucoup de pois chiches pour arriver à la même quantité que dans un morceau de poulet, par exemple. Les légumineuses, les lentilles sont des sources de protéines végétales intéressantes. Puis, eux autres, ils vont surtout contenir des glucides parce qu'ils ont beaucoup de fibres qui les accompagnent, puis des glucides complexes. Donc, ça fait un aliment quand même entier très intéressant. On va avoir tout ce qui est noix, graines, vont avoir une bonne densité protéique, moins que les protéines animales.
selon c'est lesquels, puis on va le voir un petit peu plus loin. Puis eux autres, ils vont surtout avoir des gras qui vont les accompagner, des bons gras qui vont venir prendre la place un peu des protéines. Tout ce qui est céréales, donc avoine, quinoa, riz, moi je le qualifie surtout dans les glucides. Oui, il y a un petit peu de protéines dedans. Puis si on en mange régulièrement, on peut regarder là, la quantité, mais généralement, j'aime mieux le classifier dans les glucides. Là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu concret. Et si on veut 1 gramme par kilo de poids par jour, une référence de 20 à 40 grammes par repas peut être intéressante. Fait que moi, j'aime bien dire, ben, 30 grammes par repas. Déjà, on est à 90 grammes de protéines par jour, là. Tu sais, selon notre poids, notre activité physique, ça peut être déjà un bon départ. C'est pas si facile que ça à atteindre. Fait que si vous avez, selon votre calcul, vous en avez besoin de plus, ben, vous pouvez peut-être commencer par ça. C'est le déjeuner, généralement, plus problématique pour aller chercher un 30 grammes, 40 grammes de protéines, là, c'est beaucoup déjeuner. Mais j'ai décliné ça un peu pour vous donner une idée. Pour le poulet, ça va être à peu près 120 grammes. Fait que ça va être une petite poitrine. Le saumon, à peu près 150 grammes. Fait que, tu sais, dans les protéines animales, là, on est autour de 120 à 150 grammes de protéines animales, qui est quand même pas une grosse quantité, là. Tu sais, ça va être ça, là, ça va être la fameuse paume de main, va être quand même une bonne référence au niveau des protéines animales. Dans les tu sais, viande, poisson, fruits de mer, tout ça. Après ça, si les produits animaux plus dérivés, fait que œufs, produits laitiers, ça, je le reprends souvent là, avec mes clientes. Là. Un œuf, c'est 6 grammes de protéines. Fait que c'est une source de protéines intéressante. Puis il y a aussi des gras aussi dans l'œuf. On est très, très faible en glucides. Mais 6 grammes de protéines pour un déjeuner, c'est pas suffisant. 2 œufs, c'est déjà mieux, mais on est quand même juste à 12 grammes. Fait que quand on veut aller chercher des protéines par rapport avec des œufs, il faudrait aller en chercher pas mal 5. C'est beaucoup d'œufs. 5 œufs pour commencer la journée. Mais clairement, on n'aura pas faim à 11 heures pour aller chercher des galettes, puis c'est ça le but. Moi, souvent, quand je mange des œufs, le matin, je vais en manger 3, puis je vais ajouter d'autres choses avec, genre un petit peu de viande, un morceau de jambon, du fromage. J'essaie d'avoir du jambon le moins transformé possible, fromage le moins transformé possible, puis là, je vais aller chercher mon 30 grammes quand même assez facilement avec ça. Puis ma glycémie, elle va rester super stable toute l'avant-midi. Souvent, je vais m'entraîner sur l'heure du midi. J'ai pas faim quand j'ai mangé ça. J'arrive chez nous à 1 heure et quart pour manger. Là, j'ai faim. Ben, tu sais, j'ai été quand même stable toute la journée. Fromage cottage, une tasse va me donner peut-être même moins qu'une tasse, euh, va me donner environ 30 grammes de protéines. Fait que je pourrais manger ça pour déjeuner avec des petits fruits dedans. C'est vite fait, c'est accessible. Yogourt grec, c'est quand même selon les types. Puis, tu sais, les yogourts grecs, souvent, quand il y a trop de labels dessus, là, full protéines, on est dans un produit transformé qui a été ouais, c'est ça, ultra transformé. Fait que je vous conseillerais quand même d'aller avec des yogourts là, plus naturels, puis de vérifier la quantité, mais c'est quand même une bonne quantité. Fait que, tu sais, une tasse et un tiers, ça pourrait être plus si, il n'y a pas comme d'ajout de protéines dedans. Euh, Fait que selon la quantité qu'on prend, ça se peut que ce soit pas suffisant en termes de protéines. Le fromage, ça va quand même prendre une bonne quantité pour aller chercher 100 grammes, mais ça va quand même pas pire vite, là. Un ajout de fromage, ça peut venir compléter facilement un repas, puis c'est simple et accessible. Il faut juste voir la qualité du fromage qu'on a, puis est-ce que ça nous cause plus d'inflammation que souhaiter le fromage, ça on va le voir là, dans la santé de l'intestin. Si on parle des protéines végétales ici, fait que tout ce qui est tofu, voyons, soya. Fait que le tofu, le tempeh, euh, ça va être quand même très, très dense, là. Qu'est-ce qu'il y a de plus dense dans la protéine végétale? Fait que c'est à peu près, on se réfère encore à la paume de la main ou un petit peu plus, là. Pour ça, le tempeh, c'est les fèves de soya qui sont fermentées tout ensemble. On va avoir une recette là-dessus éventuellement.
Qu'est-ce qui est lentilles? Ça va être 2 tasses. 2 tasses de lentilles, là, c'est quand même beaucoup de lentilles. Même chose pour le pois chiche, le quinoa, 3 tasses et demie, là. Je vous mets au défi de manger 3 tasses et demie de quinoa avec des légumes puis d'autres choses, là. C'est que ça marche comme pas, là. Fait que pour venir un moment donné, tu sais, combiner ces protéines-là, fait que je pourrais avoir une salade, par exemple, de lentilles avec du quinoa. Puis, je pourrais venir ajouter des noix, des graines dedans. Mais là, j'aurais un repas qui serait végétal, qui serait plus équilibré parce que je serais venue combiner. Aussi, ouais, c'est ça, j'ai oublié de le mentionner, dans les acides aminés, la plupart des protéines animales vont contenir les 9 acides aminés essentiels, tandis que les protéines végétales, il y en a souvent une qui manque. Fait que quand on est beaucoup dans l'alimentation végétale, c'est important de venir beaucoup varier nos protéines animales parce que l'acide aminé qui manque, par exemple, dans les légumineuses, ne sera pas la même qui va manquer dans les noix, ne sera pas la même qui va manquer dans les céréales. Fait que quand on vient combiner ça, on va couvrir beaucoup plus large. C'est intéressant d'avoir des repas qui sont à base végétale de façon régulière dans nos aliments. Ça va venir aider à varier le microbiote. Il va y avoir beaucoup de fibres dedans. Mais il faut juste s'assurer que notre densité protéique dans ces repas-là est adéquate et suffisante. Sinon, on pourrait, tu sais, par exemple, si je reprends ma salade de lentilles puis de quinoa avec des noix, des graines, si je, tu sais, je vois que ça n'a pas l'air suffisant, ben, je pourrais ajouter un petit morceau de poulet, je pourrais ajouter 2 crevettes, je pourrais ajouter, tu sais, un petit peu de protéines animales qui viendraient combler à la fin. Moi, des fois, je vais faire une recette de lentilles, elle est sur mon site, celle-là, mais on la verra pas ensemble, mais c'est une recette de lentilles avec du fromage puis des graines de tournesol. Puis tu sais, je suis à comme un 28 grammes de protéines à peu près là-dedans. Puis ça, je la fais souvent pour mes lunchs, fait que je la prépare d'avance, je m'en fais 2, 3 portions. Puis si je reviens du gym, là, je vais me faire 2 œufs cuits durs avec. Fait que je vais comme shifter à comme 40 grammes de protéines, mais quand je travaille sur mon ordinateur toute l'avant-midi, puis c'est ça que j'ai l'intention de faire pendant mon après-midi, je vais garder ma salade comme ça, puis ça va être bien correct aussi. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que 3 tasses et demie de quinoa, là, je vais avoir bien trop de glucides par rapport aux protéines, puis que c'est pas nécessairement, moi je la classe plus là, dans les glucides. Les noix, les graines, selon c'est lesquelles, là, la teneur en gras ou même en glucides dans la noix de cachou peut beaucoup varier. Fait que les plus riches, ça va être l'amande. Fait qu'une tasse d'amande, on va aller chercher un 30 grammes de protéines. Encore là, une tasse d'amande, c'est vraiment gras aussi, là. Fait que c'est comme ça serait beaucoup là, d'avoir que ça comme protéines. Mais par exemple, ça vient très bien compléter un autre type de protéine végétale ou même une protéine animale aussi. C'est très bon de les combiner ensemble. La noix de cachou, elle, c'est comme un hybride entre la noix et le fruit, la noix de cachou. J'adore ça. Euh, Ça va prendre 150 grammes. Fait que c'est quand même beaucoup, là. Puis on va avoir aussi des gras, mais on va avoir des glucides dans la noix de cachou. Dans la graine de citrouille, la graine de tournesol, les graines de chanvre, ça c'est pas mal le trio des graines protéinées. Si vous voulez ajouter des protéines via les graines, dans le déjeuner qu'on a vu dans la semaine 2 là, avec l'avoine trempée avec le chia puis les graines, ben, on allait chercher pas mal ça. Puis si on veut faire du seed cycling, les 2 premières semaines du mois, on va venir booster l'estrogène, puis les 2 autres semaines du mois, on va venir booster la progestérone. Ça peut être très intéressant de travailler avec ces graines-là. La graine de chia, malheureusement, n'est pas si protéinée que ça. Puis comme elle gonfle, généralement, les quantités vont être minimes. On pourrait là, le calculer si, mettons, à chaque jour, je mange mon pudding de chia, mais c'est pas en faisant un petit pudding de chia qu'on va avoir suffisamment de protéines, clairement pas. Faut vraiment venir le pimper avec d'autres graines. Puis dans la recette que je vous ai proposée, il y avait un ajout de poudre de collagène. C'est vraiment pour venir compléter, pour avoir un déjeuner qui est très soutenant. La graine de sésame contient aussi des protéines. Crème de chanvre, tu sais, 10 cuillères à soupe pour 30 grammes. Fait que c'est très, très dense. Je pourrais encore là, dans ma salade de tantôt, si je veux une belle salade végétale bien équilibrée, avoir des lentilles, du quinoa. Puis là, je vois que c'est pas suffisant. Je peux ajouter graines de tournesol, graines de chanvre. Puis je vais quand même avoir mon 30. Je pourrais peut-être aller chercher un 40 grammes de protéines, là. Mais il faut quand même faire bien ses devoirs si on veut rester dans le végétal. Beurre d'amande, beurre d'arachide, 6 cuillères à soupe. Je ne sais pas si vous êtes capable de mettre ça sur 2 toasts, là, mais pas moi.
Vraiment beaucoup, là. Puis, généralement, il y a aussi beaucoup de gras. Le gras va amener de la satiété qui va faire qu'on n'aura pas nécessairement envie ou besoin de manger tout ça. Il faut écouter aussi ces signaux de satiété, puis pas juste calculer sur une calculatrice. Fait que quand on vient mixer, ça va avoir l'air beaucoup plus équilibré. Une autre image que j'avais de base au début, puis que j'ai refaite parce que c'était pas tout à fait exact, là, mais à l'œil, ça va être, ça peut ressembler à ça. La canne de thon, c'est moins qu'une canne, là. C'est genre la moitié ou quelque chose comme ça. Fait que ça peut être un petit visuel qui nous rappelle c'est quoi 30 grammes de protéines. Cool. Question sur les protéines? Est-ce que tu me parles, Manon? Ben, j'ai peut-être une question. Est-ce que ça se peut de manger trop de protéines? Qu'est-ce qui se Mhm. passe dans ce temps-là? C'est vraiment une excellente question. Euh, Oui, si ça se peut de manger trop de protéines, mettons si on fait des diètes hyperprotéinées, puis que on a vraiment, ouais, si on peut manger trop de protéines. C'est rare, là, c'est rare. C'est la protéine, elle va avoir ses défauts, on va dire. Mais d'abord, elle va être acidifiante au niveau de son métabolisme, là. Elle va créer de l'acidité en étant digérée, en étant utilisée. Fait que ça peut venir acidifier le tissu, surtout si on vient pas compenser avec beaucoup de légumes à côté qui, eux autres, vont être plus alcalins. Ensuite, c'est sûr que si j'en ai absolument trop pour mes besoins, je vais le transformer en gras, un peu comme n'importe quoi. Il n'y a pas de façon d'emmagasiner vraiment bien les protéines dans notre corps. Notre réserve de protéines, c'est nos muscles. Puis si j'ai pas fait une activité physique qui a généré un impact de croissance musculaire, ben il va y avoir un métabolisme qui va transformer ces protéines-là vers le gras parce que j'en ai pas besoin pour construire du tissu. Et puis, si tu te rappelles la conférence sur le jeûne, j'avais dit que les protéines venaient stimuler l'anabolisme. Mais on veut quand même avoir un équilibre entre le catabolisme et l'anabolisme. Fait que si je suis toujours en train de manger full de protéines, ben, je suis toujours en train de stimuler mon anabolisme. Puis éventuellement, il va falloir que je passe à un petit peu plus de catabolisme puis diminuer ma quantité de protéines. Mais c'est quand même tough. Puis moi, j'aime aussi l'exemple des Autochtones du Nord. Eux autres, ils suivaient la diète carnivore là, à 100% avant qu'on les envoie des pizzas congelées puis des chips par avion à 20 piastres du sac. Là, tu sais, ils mangeaient des phoques, des animaux marins pratiquement à l'année longue parce qu'ils ne peuvent pas faire d'agriculture. Puis c'était des gens qui se portaient quand même drôlement bien au niveau de leur santé, là. Ils mangeaient très riche en gras, très riche en protéines, très faible en glucides. Ils étaient en cétose pratiquement à l'année. Le fait qu'ils manquaient pas de nutriments, c'est qu'ils mangeaient tout de l'animal. Donc, ils mangeaient même la peau, ils mangeaient les organes, ils allaient chercher beaucoup de micronutrition là-dedans. Puis, il était adapté depuis des générations à ça, ce qui est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Cool. Ouais, merci. J'ai une question pour les poudres de protéines que justement on peut ajouter dans nos aliments, dans les smoothies le matin avec la poudre. Est-ce que c'est Mhm. aussi bon? Est-ce que tu le recommandes? Et aussi, est-ce que c'est considéré comme un aliment transformé? Mhm. C'est vraiment une excellente question. En fait, la plupart vont être considérés comme des aliments ultra transformés. Désolée. J'en ai même mis dans vos paniers qui correspondent légèrement à ça, là, tu sais, qui sont comme sur la limite du 3 puis du 4 là. Euh, je pense que des fois, ça peut être intéressant pour venir prendre un autre step. Ça peut être intéressant pour venir dire que dans une vie un peu occupée où ce que tu n'as pas nécessairement le temps de tout faire, moi, je pense que ça peut être un ajout qui peut être bénéfique. C'est mieux de manger une poudre de protéines dans un smoothie avec des fruits puis des légumes pour déjeuner que deux toasts. C'est ça, c'est clair, là. Fait que c'est comme quand on recherche l'amélioration sans la perfection, ça peut être une transition intéressante. Moi, j'en prends de temps en temps, souvent quand je m'entraîne puis que mon dîner est pas, je m'entraîne souvent sur l'heure du midi, là, comme je disais. Puis
j'ai genre un mini restant de spaghetti de la veille, là, tu sais, que je sais qu'il y a presque rien là-dedans, je vais venir compléter avec une poudre de protéines de façon très ponctuelle. Fait que, tu sais, de prendre ça comme habitude hyper santé, non. De prendre ça comme transition ou, tu sais, comme dépanneur, moi, je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est facile. Merci. Bien vu. On rentre dans les lipides, puis on va avoir le temps de faire ça, puis de conclure. Les gras, les lipides, les gras. Eux autres se sont fait bien mauvaise presse dans les dernières années, hein, parce qu'on pensait que le gras rendait gras, puis finalement, on s'est rendu compte, là, ben, de plus en plus, ça persiste encore, cette croyance-là. C'est sûr que des gras qui sont pas utilisés, ça va faire comme des protéines inutilisées, comme des glucides inutilisés, comme n'importe quoi qu'on n'utilise pas, notre corps est hyper économique, il va venir le stocker. Fait que c'est pas complètement faux, euh, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Fait que les gras, c'est quoi? Ça va être une grande molécule carbonée qui va faire partie des lipides, des gras. Fait que, on va en avoir différents types qu'on va retrouver dans différents aliments. La plupart des aliments vont en contenir au moins un petit peu, là. La plupart des aliments vont contenir les trois macros, mais dans des proportions très différentes. Ici, j'aimais bien ce petit tableau-là. Euh, Il y a trois types de gras importants, saturés, insaturés. Puis ça, c'est au niveau de la molécule carbonée, là. C'est pas super important de savoir comment c'est fait, mais comment on peut le reconnaître, c'est que plus le gras est saturé, plus il va être solide à la température de la pièce. Fait que du gras de bacon, si je le mets sur le comptoir, il reste quand même assez dur. Si je le mets dans le frigidaire, il devient très dur. Fait qu'on est dans du gras saturé. Le beurre, un peu la même affaire. Aussi, je le mets dans le frigidaire, il devient dur. Mais sur le comptoir, il est encore dur. On est dans des gras saturés. L'huile de coco, hein, elle va faire un peu la même chose, mais s'il fait bien chaud, elle va devenir beaucoup plus mou que le beurre puis que le gras de bacon. Fait qu'elle aussi, c'est un gras saturé, mais c'est un gras saturé qu'on dit à courte chaîne. La molécule est plus petite, qui aurait des bénéfices supplémentaires au gras saturé à courte chaîne. Ceci étant dit, les gras saturés se sont fait bien mauvaise presse, bien plus que tous les autres gras dernièrement, dans les 100 dernières années. Par contre, je reviens à mes Autochtones du Nord, leur alimentation était les gras, c'était pratiquement juste des gras saturés qu'ils consommaient, puis ils étaient en très bonne santé. Puis de plus en plus, là, on voit des bénéfices aux gras saturés. Les gras saturés sont pas essentiels, c'est-à-dire que mon corps, un peu comme dans les protéines, des acides aminés essentiels, non essentiels, mon corps va être capable de produire des gras saturés si j'en ai besoin. Puis les gras insaturés, eux autres, on va les reconnaître parce qu'ils vont être, plus ils sont insaturés, moins de molécules qui est saturée sur la chaîne carbonée, plus ils vont être liquides. Fait que l'huile d'olive, c'est un gras qu'on va dire mono-insaturé, donc une molécule qui n'est pas saturée. Celle-là, je la mets dans le frigidaire, hein. Je fais ma vinaigrette de l'avance, puis ma base, c'est de l'huile d'olive, je la mets dans le frigidaire. C'est tannant, le lendemain, elle est toute pognée dans le fond, mon huile d'olive est dure, tandis que quand je la laisse sur le comptoir, elle vient beaucoup plus molle beaucoup plus, elle vient carrément liquide, là. C'est pas comme du beurre ou du gras de bacon ou même de l'huile de coco. Fait qu'elle est un petit peu insaturée. L'huile d'olive qui a beaucoup épaté dans le régime méditerranéen pour tous ces impacts bénéfices sur la santé cardiovasculaire, l'inflammation. C'est très bon pour la bile aussi. La qualité biliaire va aimer l'huile d'olive à condition que c'est des huiles de qualité. On peut avoir toutes les huiles mono-insaturées. Fait que là, on va passer toutes les graines on a parlé des noix, des graines tantôt, là, mais je peux faire des huiles avec ces noix, ces graines-là, puis selon leur profil, ils vont être généralement mono-insaturés. Eux autres, je les mets dans le frigidaire, ils vont rester encore liquides. Ce qui est bien intéressant pour faire des vinaigrettes, justement, parce que quand je la mets dans le frigidaire, elle reste quand même liquide. Puis, normalement, plus qu'elle elle est on dit plus qu'elle est insaturée, meilleure elle est pour la santé. Je mettrais des petits guillemets là-dessus. Euh, mais je dirais plus elle est fragile à l'oxydation, plus elle est fragile à la chaleur, à la lumière. Fait qu'on ne pourra pas, par exemple, les chauffer. C'est des huiles qu'il va falloir préserver de façon optimale. Mais dites-vous que
peut-être que vous la préservez bien, mais est-ce que l'industrie agroalimentaire qui l'a fait comme il faut pour qu'elle soit bénéfique pour vous? Parce que ça peut vraiment vite devenir un produit ultra transformé. Les huiles végétales, là, ils vont être souvent désodorisées, pressées à chaud pour faire quelque chose qui va être déjà toxique une fois qu'on l'achète. Fait que tout ce qui est huile, c'est très important que ce soit beaucoup, beaucoup de qualité. Entre autres aussi, ok, non, je vais parler de ça plus tard. Fait que si les gras saturés, c'est marqué consommation modérée, mono insaturé, il n'y a pas de mention. Puis ici, les gras polyinsaturés, avec ça, là, je disais, la molécule, elle va avoir plusieurs chaînes qui sont pas saturées. Puis, ils vont être plus fragiles à l'oxydation, puis ils vont être meilleurs pour la santé. En fait, c'est que c'est les fameux oméga 3 qui vont être des gras polyinsaturés, puis eux autres, ils sont considérés essentiels pour notre corps. Euh, j'ai toujours de la misère à expliquer ça de façon simple. Il y a deux types. C'est une famille. Les acides gras polyinsaturés oméga 3 et oméga 6 sont des familles de gras. La famille de gras, OK, si on prend l'oméga 3, il va avoir la chaîne, la première molécule du début qui est une molécule végétale. Il va en avoir plusieurs autres, dont le EPA-DHA. Vous avez sûrement déjà entendu parler, là, dans les suppléments d'oméga 3, c'est toujours ça qu'il y a, EPA-DHA. Sont comme les 4 et 5e, là, si je ne me trompe pas, dans la chaîne de cette famille-là. Les poissons, c'est ça qu'ils contiennent, c'est ça que nous, on a besoin dans notre corps. Les poissons vont passer de la molécule, c'est ALAA, euh, qui est végétale assez facilement dans leur métabolisme. Nous, les humains, on n'a pas cette capacité-là de passer facilement de la molécule végétale à la molécule animale qu'on a besoin, en l'occurrence dans notre cerveau, pour être capable de se concentrer dans nos membranes cellulaires pour gérer l'inflammation, toute la dynamique entre le liquide interstitiel, puis l'échange au niveau cellulaire. On a beaucoup, beaucoup besoin d'oméga 3 et d'oméga 6 qu'on va retrouver dans les poissons, les noix, les graines. Par exemple, l'huile de lin, c'est l'huile la plus riche en oméga 3, mais il y aurait comme un 4 à 6 % qu'on est capable de convertir en EPA-DHA. Les oméga 3 végétaux ont aussi leurs importances, par exemple, au niveau de la peau. Les molécules de peau vont être faites à partir de gras oméga 6 et oméga 3 végétaux. Fait que dans l'idée de tout ça, là, on voudrait avoir beaucoup d'oméga 3. Euh, les oméga 6 sont souvent plus présentes, plus faciles à trouver, mais sont quand même essentiels. Fait que c'est comme plus l'accent sur les oméga 3 qu'on va vouloir avoir. Puis ça, c'est super important pour la concentration, la mémoire, l'équilibre hormonal, la gestion de l'inflammation. C'est un petit peu partout, là, ces besoins en gras-là. Si on n'en a pas dans notre alimentation, ben, on n'en crée pas, puis on en manque. Et on a des problèmes qui sont reliés avec ça, là, qui peuvent éventuellement dégénérer aussi, là. Si je reviens ici au type de gras, j'espère que je ne suis pas trop décousue, les seuls qui sont vraiment à éviter tant qu'à moi, là, c'est les gras trans. C'est les produits qui ont été créés par l'industrie agroalimentaire. C'est le shortening d'huile végétale, c'est l'huile Crisco, c'est qu'est-ce qu'on va retrouver dans les biscuits, les chips. C'est, ça revient tout le temps à ça, en fait. Si on est dans quelque chose de naturel, de non transformé, ben déjà, on se trompe pas beaucoup. C'est sûr qu'aller viser au niveau oméga 3, tous les poissons gras, le saumon, le maquereau, ça va être des poissons qui vont en contenir beaucoup. Puis comme je disais, ils vont être sensibles à la chaleur. Fait que c'est sûr que les manger crus, c'est la meilleure façon en tartare, en sushi. Ça va être une excellente façon de les consommer pour être sûr qu'ils ne soient pas abîmés. Moi, je fais du saumon cuit régulièrement. C'est quand même quelque chose qui marche assez bien chez nous. Je vais le faire cuire, mais je ne veux pas le surcuire. Je ne veux pas qu'il soit dur. Je veux manger qu'il soit comme un petit peu tendre au milieu. Puis je vais aller chercher le maximum de bénéfices dans mes oméga 3. Quelque chose d'important au niveau des gras, même quand on est dans des gras non transformés de qualité, c'est que
les lipides vont avoir cette tendance-là, ou cette tendance ou ce rôle-là à emmagasiner tout ce qui est toxique. Fait que tout ce qui est xénobiotique au sens large, les pesticides, les herbicides, le mercure, passez-les tout ce qui est plus problématique, qui sont des perturbateurs endocriniens, qui sont pas bons pour notre système hormonal, ils vont se loger dans les gras. C'est que ça va être vrai pour nous, ça va être vrai pour les végétaux, puis ça va être vrai pour les animaux. Fait que, par exemple, si je prends une huile d'une graine, par exemple, on va prendre la graine de lin qu'on parlait tantôt. Si j'ai une graine de lin, puis que je mange la graine de lin, dans la partie lipidique de ma graine de lin, il va y avoir les toxiques auxquels la graine a été exposée. C'est tel que tel, mais si je prends la graine de lin puis je la presse de façon optimale, à froid, pour avoir une belle huile de qualité, mais que ma graine de lin a été exposée à beaucoup de produits chimiques, puis que les produits chimiques et toxiques se sont logés dans la partie lipidique. Quand je vais la presser, je vais avoir un concentré de gras, mais je vais aussi avoir un concentré de toxiques. Fait que je vous dirais que dans les huiles, là, c'est une des choses les plus importantes à prendre bio. Les choses qui sont très grasses, puis les huiles qui sont plus des concentrés, parce qu'on va venir limiter beaucoup, beaucoup la quantité de toxiques qu'il y a dedans. Les poissons, super dur à acheter, là, des poissons, parce que quand c'est sauvage, on est exposé à tous les toxiques qu'il y a dans l'océan. Par exemple, le thon. Le thon est un des poissons les plus toxiques. En étant un gros, gros poisson, il va manger tous les petits poissons et ça va être comme une accumulation de toxiques. Le thon en boîte là, est, est comme une des sources les plus importantes en mercure après les amalgames dentaires. Petite solution pour le thon en boîte, là, il y en a qui sont pêchés à la ligne. C'est des thons de plus petite taille qui vont contenir beaucoup moins de toxiques. Après ça, quand on est dans la canne, on va avoir quelque chose de pasteurisé. Au niveau des oméga 3, il n'y a plus grand-chose, mais on a quand même une protéine facile d'accès dans notre garde-manger là, qui peut simplifier la vie. Mais vraiment, du thon pêché à la ligne, c'est important. Nos besoins, ça va être vraiment au niveau des oméga 3 puis des oméga 6 parce que le reste, on peut le créer dans notre corps. Les besoins vont... ah non, les rôles, hey, super important. OK, j'espère que je suis pas trop décousue. Les gras, c'est toujours difficile à expliquer. Fait que dans les rôles, vous auriez compris qu'on a un rôle structurelle comme dans la protéine, structure de la peau, structure de une partie des muqueuses, le cerveau, la membrane cellulaire, mais on a aussi un rôle de second plan qui est un rôle énergétique. Puis ça, dans la flexibilité métabolique, hein, ma façon préférée de créer mon énergie, c'est via les glucides, mais ma deuxième façon, c'est via les lipides. Fait que selon ma quantité de glucides, je peux venir jouer avec ma quantité de lipides euh, pour qu'il peut-être il s'échange le rôle énergétique. Fait que c'est son rôle de réserve. C'est sûr que en prenant l'énergie à partir de nos gras, on va avoir une énergie qui est beaucoup plus stable parce qu'à chaque molécule de gras, on fait 4 fois plus, 3 ou 4 fois plus d'énergie qu'avec une molécule de glucose. Fait que c'est sûr que ça peut jouer au niveau de la stabilité de l'énergie. Je vous dirais que les lipides aussi sont très intéressants au niveau de la satiété, un peu comme les protéines. Ils ont un rôle au niveau ils n'ont pas nécessairement de rôle au niveau de l'énergie, mais un rôle au niveau de la satiété, parce que c'est comme si ton corps il dit, ben, tu m'as assez nourri, j'ai tout ce qu'il me faut. Les lipides étant longs à digérer peuvent aider justement à te soutenir une satiété puis pas avoir besoin de snacker avec des aliments moins intéressants entre les repas. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé d'avoir une alimentation qui est plus riche en bons gras, plus riche en lipides, qui fait que j'ai stabilisé ma glycémie au lieu de tout le temps avoir des gros kicks de glycémie puis de me ramasser dans du stress, en fait, auto-entretenu par des chutes de glycémie. Ils ont un rôle aussi au niveau hormonal. La plupart des hormones sont carrément des dérivés de molécules de gras, entre autres le cholestérol qui fait partie là, plus ou moins là, des gras. Les hormones vont être créées à partir de ça. Fait que si j'en ai pas suffisamment, ben ça va pas bien non plus. Puis les sources, je pense qu'on a quand même pas pire couvert au niveau des sources. Je pense que vous les connaissiez déjà aussi un petit peu.
Question là-dessus? Bon, ben, ça a l'air que non. Il y a quelque chose dans le chat. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans le chat. Je pense que ça date un peu. Oui, ça date un peu. J'ai peut-être une petite question rapide. Cool. Vas-y, on a le temps. Euh, Assez. gras de canard, on le Mhm. place tout parce qu'il fige. J'ai fini par figer, mais j'entends toujours dire que c'est un super bon gras. C'est saturé. Ah ouais, C'est saturé. Puis moi, je le mets. C'est ça, j'ai peut-être pas été assez claire, mais pour moi, les gras saturés, c'est des bons gras. OK. Ouais. Puis tant qu'on est dans une proportion, puis qu'on va chercher nos gras essentiels à côté, les gras saturés sont beaucoup plus stables. Aussi, tu sais, sont moins difficiles à cuisiner. Puis, tu sais, j'aime vraiment mieux que tu fasses cuire tes affaires dans le gras de canard, qui est très résistant à la chaleur, que tu fasses cuire ça, par exemple, dans une huile végétale qui est de piètre qualité, puis en plus qui va brûler dans ta poêle, puis qui va oxyder. Fait que, ouais, gras de canard, c'est très intéressant. Même gras de bacon, moi, mon bacon bio, je le garde, puis je refais cuire des affaires dedans. Le ghee, Le ghee, qui est un beurre clarifié indien, où ce qu'on a enlevé tout ce qui est caséine, lactose dans le beurre, qui a une résistance à la chaleur vraiment bien. Ça, c'est un super de gras. Oui, merci de me faire penser à ça. C'est un super de gras de cuisson. Ensuite, tout ce qui est l'huile de coco, très bon pour les cuissons aussi. L'huile d'olive, on peut s'en servir pour la cuisson, mais il ne faut pas qu'elle brûle. Fait que c'est le point de fumée de chaque huile puis de chaque corps gras est bien important parce que dès qu'on brûle, ça devient trans, ça devient toxique. Fait que peu importe qu'est-ce qu'on en fait, là, faut pas qu'elle brûle. Fait que tout ce qui est mono-insaturé, là, les petites huiles fancy, là, cameline, lin, onagre, ces affaires-là, noisettes, on fait pas cuire ça, là. C'est vraiment des huiles qu'on va ajouter dans des salades, on pourrait en mettre dans des smoothies, par exemple. L'huile de lin qui est intéressante aussi au niveau de tout ce qui est constipation. Ça peut être une huile qui est un petit peu laxative, fait qu'on pourrait venir l'ajouter justement smoothie, salade, des choses comme ça. Mais on va absolument pas cuire ces huiles-là parce qu'on fait rien que les laisser sur le comptoir puis ils vont oxyder. Eux autres, on veut les garder dans le frigidaire pour garder l'intégrité de nos bons gras. Les noix, les graines, idéalement, on va les acheter bio puis on va les conserver au moins au frigidaire. Au congélateur, si c'est des grosses quantités, moi j'achète souvent des kilos à la fois. Je conserve tout ça au congélateur pour m'assurer que l'intégrité de mes bons gras, ils vont être là. Tandis qu'un gras de canard, ben, je pourrais laisser ça sur le comptoir, là, c'est pas si fragile que ça. Je pourrais fermer le couvert là, tu sais, pour pas que ce soit trop en contact avec l'oxygène qui pourrait faire oxyder, mais le gras, c'est vraiment comme sa qualité qui va importer en termes de, y a-tu été transformé, puis y a-tu été dénaturé de quelconque façon par la lumière, la chaleur, l'oxydation. Ça marche? J'avais-tu d'autres choses sur les lipides? Non, on prend du glucides pile poil. Hey, 1h05. Parfait, ça. Excellent. Fait que je vais arrêter l'enregistrement. Puis là, il n'y a pas vraiment de conclusion aujourd'hui parce qu'on on fait une continuité la semaine prochaine.